Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Ah, ça a fait ping. Ouais, je fais ping des fois. OK. Ben, ça tombe bien parce que c'est commencé. Salut Julien! Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. As-tu passé un bon mois de février? Ah, là, tu poses des vraies questions. Oui, ben oui. Ouais, j'ai passé un super mois de février. J'ai eu ma fête à la fin du mois de janvier et ma partenaire de vie m'a offert un jeu de rôle pour jouer avec les enfants. Fait qu'à la maison, on a 2 enfants de... Je pensais que tu allais parler de notre game de Hot Ones. Ah, à ma fête? Parce qu'on a fait ça à ta fête aussi. On a fait les Hot Ones avec plein de sauces fortes. Mais oui, parlons du jeu d'enfants parce que j'étais pas là, mais ça avait de la trippeur. Ouais. Elle a trouvé sur Internet. Ma blonde connaît rien au jeu de rôle ou presque. Là. Fait que je salue je salue son travail de recherchiste dans le monde des jeux de rôle. Elle a déniché un jeu qui s'appelle Hero Kids, qui est un jeu de rôle qui est designé pour les enfants. OK. Puis ça, à la maison, on a 2 enfants de 5 ans. Puis on a fait 2 parties à date. 3 parties à date. Puis c'est un succès. Ça marche, c'est écœurant. C'est super bien fait. Il est traduit en français. Fait que normalement, ça ne me dérangerait pas là, de travailler en anglais, mais vu que tout le travail de traduction a déjà été fait, ben souvent dans les modules ou dans le matériel pour les enfants, ben, tout est déjà en français. J'ai pas besoin de rien reproduire. Fait que non, c'est super cool. Ça marche avec un système de D6. Mettons que tu es bon en attaque à distance avec ton arc à flèche. Ben là, tu vas avoir 3 symboles de dés à côté de ton arc à flèche. Ça veut dire que tu lances 3 dés pour, mettons, toucher. Puis tu prends le plus haut des 3. OK. Puis tu dois atteindre ou dépasser le résultat du jet de défense de la créature que tu attaques. Fait que mettons que tu attaques une créature qui est poche en défense, ça va avoir juste un dé de défense. Donc, on est dans le jeu de rôle, mais finalement, on joue à risque. Là. C'est très simpliste comme grâce à un dé, voit lequel des deux est le plus élevé. Fait que... Ouais, mais c'est le même avec D&D aussi, c'est juste que c'est un dé 20. Ouais. Mais je pense que pour des enfants... Ben, c'est ça, l'enjeu, c'est qu'on veut pas non plus avoir un jeu qui te force à rouler un dé 20, puis après ça, de rajouter des bonus à ton dé 20. Puis, je pense... Mais est-ce que les parents assuraient les mathématiques ou les enfants étaient comme, oui, je reconnais, c'est un 5. Les enfants sont super autonomes là-dessus, puis ils ont hâte de lancer les dés. Puis le fait que quand tu te défends, tu lances aussi les dés, ça fait que tu es doublement sollicité à lancer les dés. Puis c'est ça qui est le fun pour les enfants. Fait que, plutôt que d'avoir une classe d'armure fixe, quand ils se font attaquer, ben, activement, ils se défendent en faisant un jeu de défense. Fait que la première partie, tout le monde a joué. Fait qu'on était 4 adultes, 2 enfants. OK. Puis ils ont capoté. Moi, ma fille, elle veut faire de la bataille. Là. Quand c'est trop long entre 2 batailles, elle dit là, quand est-ce qu'on va te tuer? Oui, il faut te tuer. Ah ouais, elle utilise carrément ce vocabulaire. Oui, elle a dit quand est-ce qu'on va te tuer. C'est bon. OK. Tu dirais-tu que tu participes à former la jeunesse dans le bon sens ou peut-être la violence chez les jeunes? C'est toi, c'est dans tes objectifs. Ben, je pense que la violence, ça va être de plus en plus une qualité chez les gens. Parce que en mode survie, ça te prend un petit peu. Non, mais sans faire de blague, je pense que je forme en fait la prochaine génération de rôlistes. Puis le jeu il est vraiment bien fait pour ça, c'est-à-dire que tu as tous les archétypes de Donjon Dragon là, dans les personnages. Il y a le roublard, le guerrier, le magicien. Il y a plusieurs magiciens, en fait. Fait que t'es vraiment dans un strip-down de D&D, là. Ouais. Okay. Le premier, ma fille a changé de personnage. C'est comme la 4e édition de D&D, finalement. C'est juste strip down aux affaires les plus caricaturales possibles. C'est ça. Ouais. OK. Puis, dans les personnages qui sont inclus, tu as comme des fiches de personnages préfaits avec l'illustration du personnage. Puis, il y en a un que c'est carrément réponse avec les longs cheveux. Là. OK. Fait qu'elle a fait partie comme des types de personnages que tu peux créer. Puis elle a une attaque où elle fouette avec ses cheveux. Une capacité spéciale où elle peut utiliser ses cheveux pour ramener des créatures vers elle. Fait que, c'est ce que ta fille a choisi de la jouer? première fois. OK.
Puis là, après ça, la deuxième partie, elle a vu qu'il y avait d'autres personnages. Puis tu sais, t'as ce type de joueur-là qui veut toujours essayer un nouveau personnage à chaque fois. La deuxième game, elle voyait pas... comme un jeu de société qu'on peut choisir notre pion au début du jeu. C'était comme, ben là, je vais prendre un autre bonhomme. Moi, j'aurais lui. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Fait que tu joues. Fait qu'elle a choisi la sorcière de l'eau. Moi, je pense que t'aurais dû être rigide. Hey, écoute, ma fille, tu t'es engagée, là. C'est ça. Là, ta réponse, là, t'es pogné avec elle pour 20 niveaux. Désolé, mais c'est les règles du jeu, ma fille. C'est ça. Dans cette maison, on obéit aux règles de Donjon Dragon. Ouais, finalement, non. Ben non, puis le jeu, il est vraiment fait pour que les enfants soient confortables à jouer. Fait un enfant qui essaye quelque chose out of the box, on l'encourage. Mais c'est le fun. Ouais. L'autre enfant a joué quoi? Il jouait un mage de feu. OK. Qui ressemble un peu, l'illustration, c'est un peu comme un genre de moine, un genre de monk, là, le crâne rasé, les deux mains en feu. Puis il l'a nommé Boule de feu. Okay. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté. Boule de feu, c'est le gars qui lance des boules de feu. Ouais. Puis Marie, Pierre-Marc, Julie ont joué une guérisseuse, un guerrier, puis un genre d'archer, un ranger. Puis toi? Moi, je suis le maître de jeu. Le maître de jeu. Ouais. Puis la traduction, le bundle en français que Julie a acheté, il y a comme 8 scénarios dedans. Vraiment simple, vraiment, c'est une ligne droite, mais je pense que pour les enfants, au début, c'est parfait. Là. C'est comme une suite de rencontres. Les cartes sont incluses. Fait que tu peux t'imprimer tes cartes. Nous, on les a plastifiées. Fait que la rencontre numéro 2 qui se passe dans le marché du village, ben, j'ai la carte avec le marché. Puis là, on met les figurines. Les figurines sont incluses. C'est des mini en papier que tu imprimes puis tu plies le bas. Là. Fait que c'est vraiment un print and play payant. Tu t'achètes ton truc, mais ça doit pas être une fortune. Ça doit être une dizaine de dollars. Là. Puis ta douce moitié a monté un cartable avec tout le truc. Puis, ça, quand on sort ça veut dire on joue au jeu. Est-ce que les enfants en reparlent puis ils font comme quand est-ce qu'on va rejouer? Oui, ils ont hâte de jouer. Je laisse traîner le cartable en plus. Puis les personnages sont sur l'illustration. C'est les personnages préfets que tu peux choisir. Là. Fait qu'ils se voient sur le cartable. Ils ont tout le temps hâte de rejouer. C'est vraiment un super jeu. Puis tu pourrais l'adapter à n'importe quelle aventure. Ça serait facile de créer des aventures. Est-ce que vous commencez à songer à peut-être pas les envoyer à l'école, mais juste rester à la maison puis jouer au jeu tout le temps? Ouais, ben moi je pense que ce serait une utopie. Là. OK. Pas de travail, pas d'école, Donjon Dragon. Dodo, manger, Donjon Dragon. Je pense que c'est supérieur à ce que le ministère de l'Éducation peut offrir. Ah, mais sans blague, par contre, ça fait travailler plein de... tu sais, je veux dire, tu fais des maths, tu résous des problèmes, t'as du français parce que les aventures, c'est les gens qui, en plus, mettons un parent qui n'est pas à l'aise là, d'être maître de donjon, c'est super facile, tu as des encadrés, que c'est le texte que tu lis. Fait que c'est comme une histoire un peu dont vous êtes le héros. Fait que tu as l'aspect un peu, la lecture d'histoire, l'art du conte. Écoutez, tu sais, OK, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. La stratégie, du travail d'équipe, il y a tout là-dedans. C'est bourré de compétences transversales, cette histoire-là. Oui, vraiment. OK, ça s'appelle comment le jeu déjà? Hero Kids. Hero Kids. Il y a comme un sous-titre, là. Je pense pas que je pense que le sous-titre vient. Il est en français pour l'OQLF? Non, c'est comme Creators Guild, quelque chose de même. Puis sur Drive-Thru RPG, je suis sûr que les gens qui nous écoutent qui sont férus de jeux de rôle connaissent Drive-Thru RPG. C'est une plateforme où tu peux acheter plein de jeux de rôle en version digitale. Puis il est disponible là-dessus en plein de langues. Fait que si tu écris Hero Kids français, mais là, tu vas avoir accès à comme tous les trucs en français. Puis il y a un bundle qui inclut comme les règles de base, une dizaine d'aventures, des extensions. Fait que moi, j'ai comme dans mon cartable, il y a toute une partie que j'ai pas montrée aux enfants, là, mais si tu veux jouer des animaux anthropomorphes, faut pas il y a toutes les classes, toutes les figurines. Si tu veux jouer des... il y a un spécial Halloween. J'ai genre plein de monstres, genre vampires, sorcières, momies, fantômes. Tu gardes ça dans ta poche. Là, pour l'Halloween. Tu leur dis pas. Le jour de l'Halloween, ils savent rien. Puis tout à coup, tu dis, hey, on a un party de Hero Kids Halloween, les amis. C'est clairement des héros costumés, les illustrations. Là. C'est pas un vampire. C'est vraiment comme tu vois que c'est un héros qui porte un costume de vampire. Là. Fait que, ouais, non, il y a... Puis ça me donne envie de créer pour ce jeu-là aussi, parce que la simplicité du jeu est merveilleuse. Elle laisse libre cours à la créativité. C'est de quel âge à quel âge? Je pense qu'ils disent que c'est à partir de 4 ans. OK. Là, évidemment,
entre adultes, je ne verrais pas vraiment l'utilité de jouer à ce jeu-là. Là. Non, il y a clairement une borne d'âge maximale tant qu'à faire, tu peux jouer à un vrai jeu de rôle. Ouais. Moi, je pense... Le transfert se passe peut-être à 10-12 ans. Exact. Ouais. Moi, j'ai joué avec mes élèves de 5e, 6e année à d'autres jeux. Je pense que tu es prêt pour un niveau de complexité supérieur. Puis si tu as joué à Hero Kids en plus dès l'âge de 5 ans, moi, je les imagine facilement vers 8-9 ans jouer à des jeux plus compliqués. Là. Ah ben oui, parce qu'une fois que c'est rentré, même moi, de mon expérience... on avait joué avec tes neveux à un moment donné. Hein? On avait joué avec mes neveux. Mon neveu le plus jeune, je pense qu'il avait 8, 9. Ouais. Ça fait quelques années. Là. Puis même mon expérience des amis quand j'étais, mettons, à la fin du primaire, puis il y en a un qui avait joué avec sa famille quand il avait 7-8 ans. Là, on avait genre 11 ans, puis il DMait, tu sais. Fait que là, il y a ça aussi, là, tu sais. Absolument. Une fois que tu as joué à Hero Kids pendant des années, je pense qu'à un moment donné, si t'aimes ça, tu peux commencer à être le maître pour ton groupe de jeu, puis vous êtes en 6e année, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas obligé, mais c'est le fun. C'est vraiment cool. C'est une belle activité. Nous, en tout cas, je trouve que c'est une belle activité familiale aussi. On est capable de faire vous avez joué 2 games, mais à des moments séparés ou back-à-back? Non, à des moments séparés. Puis chaque aventure dure à peu près 1 heure. OK. Mais comme dans le maximum 1 heure. Là. Je pense qu'en 45 minutes, on peut rentrer une aventure. Il y a des... il y a de la variété dans les monstres. Il y a quand même une profondeur au système. Juste rapidement, là, je peux te parler du système de blessure. OK. Plutôt que d'avoir un pool de points de vie, chaque attaque fait 1 dégât. Puis c'est comme si tu avais 3 points de vie. Okay. Le 3e te fait mourir, dans le fond. Puis eux, ils appellent ça à être secoué, blessé, puis KO. Fait que la première fois que tu subis des dégâts, tu coches secoué. La deuxième fois, blessé. Puis la dernière fois, t'es KO. Ouais. Puis les monstres, tu vas avoir des monstres qu'en une blessure, ils sont KO. Fait qu'ils ont juste la case KO. Fait que quand t'es blessé, ils sont partis. Mais t'as des boss qui ont 3 cases. Puis ils ont des capacités spéciales. Puis tu peux avoir des fois une capacité spéciale qui s'active dès que le monstre est blessé. Fait que là, tu sais, des boss dans les jeux vidéo là, qui ont une deuxième phase. Ouais. Fait que moi, on dirait que ça me stimule à créer des créatures qui... Avec une transformation à la mi-combat ou quelque chose comme ça. Oui, pour changer, pour forcer les enfants à s'adapter à quelque chose de nouveau. Ton système de 3 cases à cocher, KO, ça me rappelle des choses, mais là, je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas de même dans Gloomhaven? Ah non, dans Gloomhaven, on a vraiment un pool de points de vie. Ouais. Mais je pense que même Shadowrun avait un truc semblable à ça pour simplifier. Il y a comme c'est du déjà vu dans des jeux qui ont comme une vocation de vouloir simplifier. Je sais pas dans quoi j'ai joué dans ma vie qu'il y a ça, mais il me semble dans le jeu de société, j'ai vu ça des fois là, avec tu joues un personnage puis tu as ce genre d'affaires-là. Plus que dans le jeu de rôle. Il me semble que dans beaucoup de jeux qui sont powered by the apocalypse, là, comme Monster of the Week, tu as une ligne avec des carrés à cocher quand tu te fais blesser. Là. Fait que c'est pas comme une caractéristique de ton personnage que genre lui, il a 32 points de vie puis lui, il en a 16. Les humains dans Monster of the Week ont 7 cases de blessures. Puis là, à partir d'un certain nombre de blessures, t'es en tellement mauvais état que tu t'enlignes vers la mort. Là, fait que, je pense qu'à partir de 4, t'es correct, mais la 5e te rend complètement débile. C'est toujours une question, ça, pour assurer que ce ne soit pas trop comme de la surcomplexité. Dans ce genre d'affaires-là, c'est vraiment cool. Si, mettons, tu arrives à l'article de la mort, là, tes capacités sont amoindries, mais de réfléchir à ça en tant que maître ou en tant que joueur, c'est tout le temps plus complexe. Ouais. D'avoir une condition particulière. Ah là, t'es aveuglé. Ah là, t'es dans... Peu importe le jeu de rôle, plus t'as d'affaires de même, plus ça devient lourd à jouer, plus c'est réaliste. Fait que c'est un espèce de mouvement de balancier, de choisir où est-ce qu'on veut se situer là-dedans pour simplicité et facilité. C'est agréable, mais c'est moins réaliste. C'est facile avec le bassin de points de vie. De comme ignorer le fait que les héros sont blessés jusqu'à temps qu'ils meurent. Ouais, t'es à 2 sur 60, puis t'es comme « Yes! All good! » Là, t'es à 0, t'es mort. Ouais. Moi, on dirait que j'aime ça, qu'une blessure soit importante pour un personnage. Fait que tu sais, c'est pas juste comme t'as reçu un coup d'épée, t'as perdu 8 points de vie, mais non, Mais quand tu joues dans le réalisme total, puis tu dis « OK, ça fait 8 games qu'on joue, on est 1 semaine plus tard. Ouais, mais ta côte est encore failée, man. Fait que désolé.
tu marches plus lentement, t'as mal, des fois, il faut t'arrêter. Quand tu manges, ça fait mal. Okay. Electric Bastion Land n'utilise pas une progression de niveau, genre, tu n'accumules pas des points d'expérience puis tu montes de niveau. À la place, quand tu arrives exactement à 0 de points de vie, tu lances un dé sur une table de cicatrices. Puis là, tu as comme une longue liste de choses qui peuvent arriver à ton personnage. Puis des fois, c'est comme ta façon de level up. Genre, tu as une cicatrice, puis là, tu relances tes points de vie. Puis si c'est plus haut, tu prends ce nouveau résultat-là. Fait qu'il inclut la blessure avec la progression, comme si tu apprenais de tes erreurs. Tu sais. Ouais. Fait que cool. le temps file déjà. Et puis aujourd'hui, on a un épisode tout à fait spécial. Incroyable. J'attendais cet épisode depuis longtemps. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Julien? Je l'avais proche de moi, puis là, je l'ai. Je l'ai. Ah, tu l'as, c'est toi qui l'as. Non, mais j'ai le mien. Aujourd'hui, on reçoit la romancière, scénariste Fanny Demel, qui vient parler avec nous de son dernier livre, Du ventre des montagnes. Je suis très, très, très excité de la recevoir. Fait qu'on va vous présenter cette entrevue-là maintenant. D'ailleurs, c'est vraiment drôle. Je sais pas si je peux partir là-dessus. Mais c'est parce qu'en fait, là, on a raté notre cue. C'est pas grave. Mais c'est toi qui dois nous partir. Oui, je pense que tout ça peut faire partie de la conversation. On va faire un petit speech avant, puis on commencera après. On aurait pu partir le micro de 20 minutes. On aurait tout pogné. Tout ce qui se passe avant, c'est meilleur. Ouais. Mais fait que si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca en train d'écouter Comme du monde, le meilleur podcast de démiurgie au monde. C'est quoi la démiurgie, Julien? La création d'univers imaginaire. Ah ouais, ok, cool. Ouais, c'est la traduction de world building. OK. Avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on reçoit la romancière, nouvelliste, scénariste, Fanny Demel. Bonjour. Bienvenue officiellement. Salut Fanny. Merci. Allô. On est très honorés de te recevoir. Très honorée aussi de parler avec vous à votre super podcast. Cool. Fait que là, l'intro, elle est faite pour de vrai. Fait qu'on peut se lancer là-dessus. Là. On peut suivre l'idée que tu avais tantôt. C'est bon. Mais on parlait de maternité. Ah oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on a beaucoup parlé. On va parler de ton nouveau roman. Oui, du ventre des montagnes. Ouais. Le ventre est comme au centre du ventre des montagnes. Il est dans son titre, il est partout. C'est le ventre dévorant, c'est le ventre de l'ambition, c'est le ventre aussi de la procréation. C'est tellement de choses. De la destruction aussi. Malade. C'est comme tout. Puis, c'est drôle, j'étais pas comme... j'étais dans le projet bébé, mais j'étais pas comme encore enceinte, ni même à veille de l'être quand j'ai écrit le roman. Puis, vers la fin, là, quand j'étais dans les étapes là, de correction, là, vraiment les ultimes étapes là, de révision et tout, là, j'ai su que j'étais enceinte, puis mon éditeur en revenait pas, qu'on soit genre, en cohérence de même avec la finalisation de mon projet. Ça a-tu changé beaucoup de choses, le fait, mettons, dans ta réécriture, ça t'a donné un nouveau point de vue, il y a beaucoup de choses qui ont changé? Je me suis rendu compte à quel point, quand on a un changement physique important, comme moi, j'étais en premier trimestre avec des symptômes tellement forts, j'avais des méga aversions alimentaires, j'avais de la nausée constamment. Puis là, je relisais mon roman qui est quand même, assez sensoriel, très viscéral. Puis ça manquait de nausée. Mon Dieu, j'ai insoufflé un nouveau grotesque un peu. C'était confrontant à relire là. Puis j'avais pas ça du tout. J'avais pas ce sentiment-là en l'écrivant. J'avais juste du plaisir. J'étais très à l'aise dans mes descriptions, très dégueulasses et tout. Mais c'est vraiment en relisant, en étant en premier trimestre, là, j'ai été démolie. Je me suis auto-démolie. C'est la première fois que je vivais ça. J'ai jamais eu de changement aussi majeur physiquement, qui m'ont carrément sorti de moi-même. C'est l'entropie là, quand tu tombes enceinte. T'es juste plus du tout la même personne. Plus la même personnalité. Ton rapport au corps est complètement chamboulé. Mon rapport au sens, moi, j'avais, comme je vous disais, des méga aversions alimentaires. Je faisais juste lire mon livre et j'étais genre... j'avais les mêmes aversions, en fait, que mon personnage à certains moments, quand elle... je vais pas voler de punch, mais à un moment donné, elle connaît vraiment une révolution intérieure, puis elle se met à avoir vraiment des goûts qui sont complètement chamboulés. Je vivais ce qu'elle-même vivait, puis je me contaminais là, à travers ma lecture. Puis c'est la première fois que je vivais ce décalage-là de manière aussi forte entre ma posture d'écrivaine et ma posture de lectrice envers un de mes propres romans. Tu sais, d'habitude... En écriture. Ah oui, non, c'était fou. J'avais l'impression d'être une autre personne là, qui lisait
qui lisait l'œuvre d'une fille X ou Y. Là, est-ce que tu as eu des retours de femmes enceintes qui ont eu la lecture de premier trimestre de quelqu'un d'autre? Non, j'en ai pas eu. J'aimerais tellement ça. Ouais. Les auditeuristes de Comme du Monde, si vous avez vécu l'expérience. Ben, ma blonde va vivre l'expérience. C'est vrai? Parce que, pour revenir un peu en arrière, moi je te connaissais pas à l'automne. Okay? J'avais entendu à un moment donné ta voix en entrevue. Tu parlais de Dan Fortune. Oui. Puis, je me rappelle même pas c'était à quelle émission, mais tu mentionnais que tu travaillais sur quelque chose qui allait être de la dark fantasy, qui allait être plus horreur. Puis là, ça a comme allumé dans mon cerveau. Puis c'est resté là pendant probablement des années, au moins une année. Puis la fête de ma blonde arrive, puis elle me dit qu'elle veut lire quelque chose de différent. Je suis en librairie, puis là, je sais pas quoi acheter. Puis là, ça revient dans ma tête, ça, dans Fortune. Fait que là, je me rappelais qu'il y avait dedans dans le titre. Je me rappelais que ça se passait aux îles de la Madeleine. Je finis par trouver ton nom en faisant la recherche. Puis à la librairie, ils n'ont pas dans Fortune, mais ils ont du Ventre des montagnes. Puis la couverture est hallucinante. Quand tu regardes une rangée de livres, puis tu vois ton livre là, il pop là, mettons, au travers des autres. Fait que je le prends, je regarde un peu c'est quoi. Puis là, ma blonde qui m'avait dit je veux lire autre chose pour ma fête. J'ai fait comment c'est parfait, je prends ça, c'est sûr. Je prends 2-3 autres livres, je donne à sa fête, puis j'ai rien à lire. Fait que je dis je peux-tu lire un de tes livres? Puis là, elle me dit je vais commencer par lui, fait que prends l'autre. Fait que je prends ton livre. Puis là, je lis, puis ça me tombe dessus comme une tonne de briques. Là. J'ai capoté bien raide sur nice. J'en parlais à Joël à tous les épisodes. il faut qu'on revienne sur comment on t'a contacté ou quelque chose. Mais moi, je te connaissais pas non plus. V'là un an, on savait pas que t'existais. Fou, là, un trou noir culturel. Puis à l'automne, mon amie Geneviève Brouillette m'a dit je t'invite à une première de quelque chose que j'ai fait qui s'appelle Mukbang. Ça fait un bout qu'elle me parlait qu'elle était là-dessus. Elle avait trippé le tournage. Elle s'était beaucoup amusée. Elle était absolument fabuleuse. J'arrive à la première, j'ai vraiment trippé. J'étais là avec ma copine, puis wow, c'est bon. Puis à la fin, je m'en vais la féliciter sur la scène. Je te vois, je sais que t'es l'autrice. J'aime la littérature. Je vais aller jaser. Fait que je te jase. On a une petite conversation, puis c'est tout. Puis après ça, le lendemain, j'arrive pour enregistrer Comme du Monde. Puis il me dit « Hey, je suis en train de lire un livre, c'est malade, faudrait en parler, faudrait faire une analyse, puis tout. » Je fais comme c'est quoi? Il me montre. Je dis, c'est la fille que j'ai rencontrée hier. C'est tellement drôle que ça soit tombé le même 24 heures. C'est incroyable. Tout de suite, je t'ai écrit, j'ai dit, t'as-tu le goût de venir faire une entrevue? Tant qu'à faire une critique de son roman, puis faire comme si elle n'existait pas dans notre entourage, je vais aller la chercher pour l'entrevue, tu sais. Fait que c'est devenu comme vraiment plus intéressant du coup de t'avoir puis d'aller chercher ton opinion. Peut-être qu'on peut sauter dans le... Ouais, ben je voulais dire que c'est ça. Ma blonde, vu qu'elle est enceinte, puis elle était comme... tu sais, pendant ma lecture, elle était comme à moitié de sa grossesse. Là. Fait que j'ai pris le livre, fait qu'elle pouvait pas le lire. Mais il est sur sa liste. Là, fait que bientôt, je vais avoir le feedback de quelqu'un qui va vivre ces aversions-là, puis la transformation physique qui vient avec ce qu'il y a dans le livre. Je lui souhaite que ça soit quand même doux. Le premier trimestre, ça varie d'une personne à l'autre. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Bon, désolé pour elle. Les reflux gastriques. Je lui souhaite que ce qu'elle vive ne se rapproche pas du tout de ce que Nan Sapo vit. Non, j'espère que non. Il y a des gens qui m'ont demandé, parce que quand on connaît pas le timeline de l'écriture de ce livre-là puis de ma grossesse, vu que ça a été... Les deux se sont faits dans les dernières années, on peut croire que je l'ai écrit en étant enceinte, en vivant ça, mais non. C'est vraiment juste la projection. Puis, tu sais, c'est toujours étrange pour moi d'écrire des situations de vie, surtout des situations aussi importantes, aussi viscérales que ça, en ne les ayant pas vécues encore. Puis j'avais déjà fait le coup dans Dents de Fortune. Mon personnage tombe enceinte, puis elle vit une grossesse assez difficile aussi. Mais encore là, tu sais, je me fiais sur mes lectures, puis les personnes dans mon entourage qui avaient été enceintes et qui avaient vécu des choses qui me partageaient, mais on dirait que c'est pas la même chose quand tu passes au travers, puis là, tu constates c'est quoi. Fait que c'est sûr que moi, c'est par procuration, mais... on avait déjà eu notre premier enfant, puis je trouve pas qu'on lit comme si tu savais pas de quoi tu parlais. Là. J'étais comme, ça me faisait penser à ça tout le temps. C'est les transformations physiques qui s'opèrent, l'impression d'avoir un étranger dans son corps. C'était... Le sentiment d'inquiétante étrangeté, je l'ai jamais eu aussi fortement que quand j'ai commencé à sentir mon bébé bouger à l'intérieur de mon corps. J'ai fait, oh my God! Qui est dans mon corps. Ah, c'est débile. C'est pas juste des gaz, c'est pas juste la digestion, là, c'est
un être vivant qui commence à se manifester. Ouais, qui bouge, c'est beau, c'est tellement beau, mais en même temps, c'est tellement étrange et tellement fucké. Puis, bref, quand tu le vis, tu fais comme... aussi dans ce bouquin-là, tu sais. Ouais. Il y a une beauté dans tout ce qui se passe. Il y a quelque chose de vraiment... une expérience qui est très sensible, qui est très belle au final, puis qui émane d'un espace d'espoir. Puis, mais c'est dégueulasse. C'est constamment... Ouais. Je trouve que dans la vie, puis les transformations de la vie, il y a souvent le beau et le dégueulasse qui se côtoient, mais de manière, tu sais, comme intrinsèque, là, indissociable l'un de l'autre. Il n'y a pas comme des moments beaux, des moments moins beaux, c'est les deux en même temps. Tu sais, un accouchement, pour moi, c'est ça. Là. Super beau puis super trash en même temps. Absolument. Ouais. Puis on a tendance à vouloir les séparer. Tu sais, compartimentaliser tout ça. Même dans l'art, tu sais, je pense à l'expérience d'être enceinte. Regarde Alien, puis on est juste du côté. C'est ce que tu décris, là, comme cette étrangeté intérieure. Il n'y a pas la beauté dedans. Puis d'un côté, tu sais, des fois, on va parler de la grossesse. Ça, ce n'est que du beau, ce n'est que... Il faut assumer les deux. Les deux sections qui se parlent. Tu sais. Ça laisse aussi une place à la spiritualité, tu sais, qui est comme un échappatoire à cette enveloppe-là de mécanismes corporels un peu dégueulasses, un peu mécaniques. Là, tu sais. Au moins, la spiritualité est censée nous élever à quelque chose de plus haut, tu sais, mais en fait, les deux vont ensemble tout le temps. Là. Tu disais que c'était pas pendant ta grossesse que le processus d'écriture s'était fait, mais moi, j'ai même entendu en entrevue que c'est une histoire qui est avec toi depuis genre l'adolescence. Vraiment. OK. C'est une de mes plus vieilles histoires, ça, puis Dents de fortune, le roman historique que j'avais écrit juste avant. C'est comme mes plus vieux projets, puis c'est drôle, hein, mais je m'étais toujours dit, je vais écrire ces projets-là avant de fonder une famille. Je veux écrire ces projets-là en étant en symbiose totale avec eux, comme si c'était mes propres enfants. Tu sais, mon attention n'est pas divisée vers autre chose, quoi que ce soit d'autre. Je veux pas cohabiter avec d'autres choses mentalement que ces livres-là au moment où je vais les écrire. Okay. Et c'était particulièrement vrai pour Du ventre des montagnes. Je me suis toujours vue l'écrire en grande plongée. Tu sais, vraiment des mois et des mois à juste faire ça, tu sais, de manière religieuse. Puis je me suis créé les conditions là, pour faire ça. Puis c'est surtout aussi, j'ai attendu d'avoir ces conditions-là pour l'écrire. C'était quoi ces conditions-là? D'avoir vraiment du temps pour l'écrire. Beaucoup de temps. J'ai fait des demandes de bourse là, pour vraiment avoir le plus de temps possible. J'ai mis à off tout plein de contrats, mes charges de cours à l'UQAM, toutes sortes de choses. Diminuer mes heures aussi en édition au minimum, juste pour dire que je continuais de suivre les projets que j'éditais. Mais tu sais, je faisais principalement ça de mon temps. Puis tu sais, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, fait que c'était ça mes journées. Là. C'était principalement l'hiver puis le printemps 2023-2024. Puis, c'était vraiment une bulle, une grosse bulle. Dans un monde idéal, est-ce que tu écrirais toujours dans ce contexte-là? Non, ça dépend des projets. Comme celui-là, je sens qu'il demandait ça. Il demandait vraiment que je m'investisse à 100% puis que je me transporte dans son univers. Mais tu vois, le projet que je suis en train d'écrire en ce moment, je pense qu'il devait s'écrire de manière entrecoupée et très entrelacée à un quotidien chaotique. Puis j'ai écrit d'autres romans aussi de cette manière-là. Mes 2 romans autofictionnels, mes 2 premiers romans sont aussi écrits de manière fragmentaire, de manière un peu comme dispersée dans mon quotidien qui était effréné à l'époque de jeune étudiante universitaire. Mais ouais, je pense que ça dépend vraiment des projets. Mais pour revenir à la genèse du Ventre des montagnes, ben c'est ça, je devais avoir 14-15 ans, là, tu sais, milieu du secondaire. Une fille qui adore la fantasy, qui adore imaginer. Là, j'étais toujours en train de m'imaginer des scénarios de films puis d'histoires. Puis, je suis quelqu'un de très visuel. Je pense beaucoup mes histoires par scène, par image. Puis après ça, je vais décortiquer ces images-là. Puis j'essaie de comprendre c'est quoi leur sens, c'est quoi l'intrigue qu'on peut imaginer à partir de ça. Puis pour Du ventre des montagnes, c'est l'image, en fait, de Heyen, la montagne la plus haute, qui est dans le massif du Calva, mon univers, qui a été ma première image. J'imaginais vraiment, tu sais, une montagne comme plus haute que l'Himalaya, là, tu sais, qui va toucher carrément le ciel, qu'on pourrait croire qu'elle touche quasiment les planètes. Là. C'est vraiment, tu sais, un truc qui se peut pas, là, tu sais, qui se peut pas tellement. C'est une magie que t'avais, là, à 14 ans, t'as dit que ce serait hot, ça, de partir de là. Ouais, j'imagine une ligne d'horizon avec une montagne comme, tu sais, qui couvre carrément le champ de l'horizon. Puis c'était vraiment ça, mon image centrale. Puis c'est à partir de là que je me suis imaginé, ben c'est quoi le folklore dans cet univers-là? C'est qui les gens qui habitent là? Qu'est-ce que cette montagne représente pour eux?
c'est quoi la spiritualité qu'il peut avoir autour de ça. Tu sais, tout a découlé de cette montagne-là. Là, Fait qu'avant d'avoir l'histoire, t'avais le monde dans lequel l'histoire exactement, ouais. Ça, c'est cool. Ouais, exactement. Ouais. C'est de même. C'est comme si la montagne avait entraîné tout sur son passage. Là. OK. Puis après ça, assez vite, j'ai quand même eu le personnage de Nan, qui avait pas nécessairement de nom, mais qui était un personnage pour moi de femme très ambitieuse, très têtue aussi. Moi, je suis une personne assez têtue aussi dans la vie, puis je voulais comme traiter vraiment de ce trait de caractère-là dans mon personnage. Un personnage qui était vraiment inflexible. Elle se fixe un objectif, puis elle va l'atteindre. Puis elle est aussi impossible à arrêter. Là, c'est pas juste dans sa tête, elle est une force de la nature. Elle devient une force de la nature. Là. C'est ça, elle devient comme un genre de berserker. Là, comme sa force plus grande que nature, puis un peu... en fait, elle devient une montagne elle-même. C'est pour ça que mon roman s'appelle Du ventre des montagnes. Je veux un punch. Ouais. Oh! Du ventre des montagnes, c'est... Oui, Eyen, dont je parle, qui est l'élément central de mon univers par lequel tout est advenu dans ma tête. Mais pour moi, Nan, c'est aussi une montagne. C'est un peu dans ma tête, il y a comme un rapport de dualité, un duel entre Nan et la montagne. Les deux sont des montagnes qui se combattent. Ouais. Puis les deux ont aussi un ventre en elles qui devient porteur de vie et de mort à la fois. Donc pour moi, Nan, c'est une montagne qui essaie d'en combattre une autre. En l'escaladant. En l'escaladant, oui. Ça reste que l'histoire, la quête que tu lui fais vivre, c'est une ascension. Oui. Fait qu'on est en train de connaître de plus en plus Eyen, plus qu'on plonge dans Nan. Oui, c'est ça. Deux, nous, en tant que plongée, expérience lecteur, on est de plus en plus proche des deux, de leur centre. Oui, oui. Puis les deux ont un corps. Moi, je voulais vraiment personnifier Eyen le plus possible. Ça devient comme une lutte vers la fin quand elle l'escalade, là, dans les derniers morceaux de son escalade. Elle est carrément en train de la lacérer, d'essayer de la pénétrer. Tu sais, il y a toutes sortes d'imageries que j'ai voulu convoquer là, pour vraiment signifier qu'il y a un corps à corps final entre les deux. Oui, c'est là qu'elle a subi des grandes blessures, puis on ne sait pas si ça va atteindre. Dans le dernier tournant, on ne sait pas si ça va se rendre. Là. Exact, oui. Est-ce qu'elle va finalement se faire avaler par... Oui. Est-ce que tu dis que tu travaillais beaucoup avec des images? Est-ce que dans ta tête, tu avais une géographie comme, oui, la montagne au milieu, mais Ursa, l'air, Amon, est-ce que as-tu dessiné une map? J'ai pas dessiné une map. Nous autres, on est des fans de OK, fait que dans le fond, on va faire la géographie, puis t'as pas fait ça. Non, en fait, je me suis dit dès le départ, je veux pas en faire. Je veux que la personne qui lise mon livre se fasse sa propre image du Kaleva, puis projette, en fait, selon ses propres référents. C'est sûr que je donne des éléments, par exemple, des végétaux, des fruits, des légumes qui sont liés. Extrêmement précises sur tes... Oui, ils sont très précis. On peut les plonger dans la foresterie. Puis... Mais au-delà de ça, je voulais que la géographie demeure quand même nébuleuse. Pour pas que ça soit trop ancré dans quelque chose de tangible. J'aime ça faire participer, en fait, mon lectorat. Peu importe ce que j'écris, j'aime ça que le lectorat ait quand même son travail à faire puis puisse investir son propre imaginaire dans le mien. Okay. Je veux pas tout donner. Je veux pas tout donner les clés. Puis vraiment, je voulais présenter un peu les reliefs d'un univers et aussi, de là, mon idée de pas faire de cartes. Je voulais que ça soit présenté de manière assez minimaliste. Et je voulais aussi pas tout révéler de cet univers-là. Tu sais, des fois, je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça avoir quand même un rapport plus encyclopédique avec l'univers qui est présenté. Mais moi, je voulais que ça soit vraiment centré sur les personnages. Et notre accès, en fait, à ce monde-là est uniquement par leur regard, par leurs yeux, par leurs paroles. Et dans le cas de mon personnage, comme c'est une narratrice qui s'adresse à sa sœur, et cette sœur-là fait aussi partie du même univers, pour moi, c'était un peu vain de commencer à faire de l'exposition à travers ce discours-là. Une excuse comme c'est un prétexte, puis ça passe jamais très bien. C'est ça, ça devient lourd, puis je veux pas donner ça. Cette façon-là de le véhiculer se rapproche plus du mythe puis du folklore. Il n'y a pas un Grec de 500 avant Jésus-Christ qui savait où était Troie. Il savait que Troie, c'était par là, puis c'était un concept général. Je pense que ça fait partie de comment on vit les mythes puis la tradition orale. Puis la tradition orale a une grande place dans un monde comme le Kavla. Oui, puis c'est ça, il n'y a jamais question d'écriture dans mon roman. Non, c'est une de mes questions. Tout se passe par tradition orale. C'est que de tradition orale. La grand-mère, Moumoeda, qui
qui elle-même raconte le mythe d'Ayen, puis les bardes. Les bardes, c'est particulièrement intéressant. Ouais, c'est tout passe par la parole, puis à cause de ça, les histoires sont très vivantes. On a accès à une autre version de la genèse du Calva qu'on rencontre le personnage de Berne, qui dit on a la même histoire, mais au final c'est des variantes, mais ça veut dire la même chose, ça veut raconter la même chose. Ouais. Fait que moi j'aime ça l'idée de la mobilité des récits qui fait partie en fait de la dynamique du folklore. Puis je voulais davantage inscrire mon roman, je pense, dans ces traditions-là que dans des traditions écrites. Tu sais, par exemple, je pense au Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de traditions écrites. Tu sais, le Seigneur des Anneaux lui-même serait issu de... C'est un livre une réécriture dans ce cas. Bref, on est vraiment... De la marche, exactement. on est vraiment dans l'écriture, alors que moi, je voulais aller quelque part vraiment plus dans la tradition orale, puis plus proche peut-être aussi même d'une dynamique des récits. Par exemple, moi, je me suis inspirée du Kalevala, qui est le récit, en fait, la transcription écrite de récits oraux des mythes finlandais. OK. Puis, dans le fond, on a accès aujourd'hui à ces mythes-là parce qu'ils ont été répertoriés par Elias Lönnrot, qui est passé de village en village pour aller entendre ces histoires-là. Mais à la base, toute cette mythologie-là était vraiment orale. Puis moi, c'était vers ça que je voulais aller. Vraiment dans un monde où on n'est pas encore dans l'écriture, ou du moins s'il y en a, c'est pas utilisé. Il n'y a pas cet usage-là de l'écriture, de pérenniser des mythes. Mais je pense que ça transforme un genre qui est normalement très cérébral en quelque chose qui vient plus toucher le lecteur. On dirait que tu as su distiller à l'essence c'est quoi, mettons, la ville, c'est quoi la campagne. Puis quand on le lit, on n'a pas besoin d'avoir la carte, on n'a pas besoin. Je suis sûr que Joël et moi, on pourrait dessiner une carte, chacun notre bord. Ouais. Puis on se la montrait, puis elle se ressemblerait. Là, on vient remplir surtout tout ce que tu nous donnes pas avec ce qu'on connaît. Surtout si tu me demandes de peindre amont puis de peindre l'air, nos deux toiles vont être pareilles. On comprend c'est quoi ces deux endroits-là. Ils ont des personnalités complètement différentes. M'en fous un peu où est-ce que ça se trouve, tant que celui-là est plus en haut. C'est ça, puis je trouve qu'à un moment donné, ça enlève peut-être une poésie quand on donne trop d'informations. Tu sais, on dirait que la résonance mystique des mots, moi, je trouve qu'il y a une magie quand on choisit le bon mot, du moins, pas le bon mot, pas le mot parfait, mais le mot qui correspond le plus à notre intention, qu'on veut définir un lieu ou un personnage. On dirait qu'on évoque plus avec ce mot-là que si on utilisait des paragraphes entiers pour le définir. Absolument. Je trouve qu'un mot, il y a une magie dans juste la sonorité. Puis c'est pour ça que j'ai fait aussi tout le travail d'aller chercher les mots anciens. C'est oui, pour donner l'aspect d'un autre univers, mais aussi donner une musique à cet univers-là. Ben, parlons de ça, le vocabulaire, justement. Ouais. T'avais un point à soulever là-dessus, Monsieur Linguiste. Moi, ça? Non, moi, je juste dis que ça m'a fasciné, puis j'ai adoré d'être plongé dans... parce que bon, ça, c'est... Plusieurs lectures sont possibles pour ce genre de texte-là où le vocabulaire est très précis. Des gens vont vouloir ouvrir Google ou un dictionnaire à chaque mot. D'autres gens vont juste flotter par-dessus. Je fais partie du dernier groupe. Je flotte par-dessus, puis j'écoute la musicalité qu'on m'offre. Puis je peux toujours deviner à peu près c'est quoi cette patente-là. Il y a certains mots aussi là-dedans qui sont des mots plus rares, mais que j'ai déjà entendus. Puis je suis comme, ah oui, ça. Puis ça réveille quelque chose qui fait partie. Puis pour chacun de ces mots-là, parce que tu as travaillé avec un vocabulaire très riche, très précis, mais toujours un vocabulaire qui n'est pas dans la science, qui est dans la tradition, qui est dans... Ces mots-là ont une sonorité de vieux français, peut-être des mots d'une origine finalement gauloise ou des choses vraiment qui sonnent bien pour cet univers-là. Si on avait l'équivalent avec le taxon latin, ça serait à chier. J'aurais pas aimé mon roman. Puis c'est ça qui se passe, c'est que ça vient toucher à la terre, ça vient toucher au végétal, ça vient toucher au minéral. On est dans le physique avec ces mots-là. Même si je comprends pas vraiment ce mot-là, je le reconnais pas, je me dis ça doit être une baie. Ça doit être une branche. Tu lirais c'est ça, c'est en contexte. C'est toujours en contexte. Tu lirais Dune, tu aurais des mots qui viennent du monde arabe que tu comprendrais pas en le lisant, puis tu ferais comme ah, ok, je comprends. Tu lis Le Seigneur des Anneaux, tu as de l'elfique. Mais j'ai trouvé ça cool ou j'ai trouvé ça en fait, pour moi, rafraîchissant d'arriver à un mot que évidemment je le connais pas. Mais non, c'est pas juste un mot inventé. Ce mot-là existe.
il est juste d'usage vieilli. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as travaillé avec des apax, là, des mots qui sont juste, mettons, répertoriés une fois dans l'histoire du français? Oui, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a peut-être 2 ou 3 le maximum. Mais quand je les ai lus, j'ai fait, ils sont tellement beaux. Puis j'aime ça retrouver, tu sais, les trésors du passé. Puis j'ai fait tout ça aussi dans de Fortune, tu sais, retrouver l'argot madelino, là, tu sais, comme les mots que même les madelinos, les madeliniennes d'aujourd'hui utilisent c'est plus. ma grand-mère qui disait ça. Je trouve ça tellement beau, tu sais, pour pas les oublier puis se dire comme les honorer. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du patrimoine. Puis je trouve qu'à un moment donné, ça sert à ça aussi la littérature, pouvoir continuer de les faire vivre. Puis je les ai vraiment choisis dans Du vent des montagnes pour leur sonorité, pour leur toute leur personnalité. Tu sais, je voulais que ça rentre en cohérence avec mon univers. Tu sais, je les prenais pas juste parce qu'il est ancien puis ça mettait de la variété dans mon vocabulaire. C'est vraiment parce que je trouvais qu'il y avait, dans leur personnalité, ils faisaient le casting du Kalevala. Oui, mais ça nous plonge... ça nous plonge dans l'archaïsme en général. Fait qu'on veut vivre une légende, finalement, quand on est dedans. Tu sais. Puis pourtant, ces mots-là ne sonnent pas, pour la plupart, en tout cas, avec le look, tu regardes le mot, puis ça sonne pas étranger, ça sonne comme du français. Oui. Ça sonne comme un mot que j'ai jamais utilisé. Juste pour les gens qui écoutent, en français. On a-tu des exemples? Mettons, moi, je pense à Ovat, là, la première fois que je l'ai vu, j'étais comme Ovat, OK. Je vais le garder, mais en découvrant Grande Bouche, mais là, j'étais comme OK, je comprends c'est quoi un peu, c'est druidique. C'est druidique, ça vient des Celtes. J'ai joué à la boulette dans le temps des fêtes avec des amis. Puis tu sais, c'est quoi la boulette? Oui, c'est tellement génial. Puis moi, j'étais comme OK, une écuelle de nef, là. J'ai donné ça, puis tout le monde était fâché. Puis t'es comme, de quoi tu parles? Je dis, je t'en réglé du vent des montagnes, puis pour moi, il y a des écuelles de nef là, dans la vie. Wow! Ça, c'est de la boulette de haute voltige. Ah ouais, il était fâché, là. Une nef, le blétissant sur une branche. J'ai vu ça, je pense, dans les premiers chapitres. Mais oui, ben, tu sais, il y a certains mots que j'ai redécouverts, ou des fois, tu sais, que je les avais dans ma mémoire, j'étais comme, il me semble qu'on pourrait l'utiliser comme le breuil de Grand-Bouche. Un breuil, c'est comme un repère où les animaux sauvages vont se réfugier dans la forêt. C'est tellement des beaux mots. C'est tellement beau. Puis, c'est la Rive-Isère qui était comme même un breuil, ça peut être aussi un endroit où on garde les animaux d'élevage, mais dans ton univers, il n'y a pas d'élevage d'animaux. Donc, est-ce qu'on le garde quand même, ce mot-là, vu qu'il fait référence? Là, j'étais comme... Je suis pas prête à le sacrifier. Je l'aime trop, il est trop beau. C'est un autre sens possible. C'est ça, c'est un autre sens possible. C'est quoi ton rapport avec ta réviseur sur ce bouquin-là? Elle était géniale. Vraiment. Elle a vraiment embarqué, en fait, dans ma vibe de mots anciens et tout. Elle était réjouie de pouvoir il n'y aurait rien de pire qu'avoir une mention qui dit « Ah, ça, c'est un vieilli, ça. Tu peux pas le mettre à chaque 2 lignes. » Oh non. Ben, en fait, j'en vois souvent comme une feuille de notes à mes réviseurs pour qu'ils comprennent les intentions puis qui travaillent pas comme à l'encontre de celle-ci. Donc, comme là, dans le cas du vent des montagnes, comme bon, il y a quand même beaucoup de mots vieillis, on les laisse. On pas touche. C'est un choix. Ça, j'en ai enlevé quelques-uns. Tu sais, des fois, quand c'était un peu trop lourd ou trop inaccessible ou qu'en contexte, il n'y avait pas assez d'éléments d'information pour qu'on comprenne. Tu veux pas que ça ait l'air forcé, jamais. Non, c'est ça. Ça fasse partie. Mais moi, à la lecture, ça n'avait pas de l'air forcé. Ça avait juste l'air, OK, on baigne dedans. C'est ça, je voulais vraiment que ça donne le ton de l'univers. Puis je voulais pas que ça soit juste trop ardu. Tu sais, des fois, je vois comme un mur d'escalade. Tu sais, il y a des prises plus faciles. Ça, c'est les mots qu'on connaît. Des prises plus difficiles, c'est les mots, plus vieillis. Mais s'il y a juste des prises difficiles sur une page, à un moment donné, c'est tough, là. Tu sais, il faut quand même donner... un peu de jeu là, pour pouvoir avancer dans la lecture. Tes prises difficiles, une fois que tu les as lues 4-5 fois, elle devient une prise facile. Tu es habitué, oui, tu connais c'est ça, on s'habitue. Tu y vas en dino. Là. Exact. Les termes d'escalade. Bon, je suis pas dans le coup. Okay. Mais tu as des mots 100% inventés aussi. Oui, mettons, ça c'était mon fun de m'insérer. C'est inventé. Oui, c'est le mot, le Kotlan, c'est cool. Là, le Kotlan, c'est en fait un mélange du koto japonais puis du kantele finnois. Je me suis beaucoup inspirée de certains éléments culturels finnois et japonais. Puis j'ai comme mixé un peu les deux. Kotlan, c'est un exemple. C'est un instrument à cordes pincées en bois. Puis les sonorités sont pas si similaires que ça, mais le mode d'utilisation de ces instruments-là se ressemble. Donc, j'ai fait comme une espèce de fusion de ces deux instruments-là réels pour inventer le Kotlan. Tu as une idée précise dans ta tête, le Kotlan,
il sonne comment, il ressemble Absolument, à quoi? ouais, ouais, tout ça. Même chose que pour la carte. La carte aussi, je l'ai dans ma tête. J'ai juste il y a pas, un canon qui existe, il est juste pas disponible. Il est juste pas disponible. Non seulement il est pas véhiculé dans ta livraison de ton œuvre, mais aussi, toi, tu l'as même pas mis. Non. Comme il est nulle part sauf dans ta œuvre. Je pense que les seules traces que j'ai, c'est les... je dessine beaucoup mes personnages avant d'écrire mes œuvres. Ça, sont dessinés. Ils sont dans mes documents secrets. Mais à part de ça, j'ai pas d'autres traces. Voici Nan Sapo. Exclusivité Nan Sapo. Mais j'aime ça parce que tout le monde arrive avec des images différentes de Nan. Puis encore une fois, on parlait de mon économie quand même de description d'univers. Tu sais, c'est pas encyclopédique. Mon inventaire là, de ce qu'il y a dans cet univers-là. Mais même chose pour mes personnages. Tu sais, les habillements, je vais avec certains mots assez précis, mais l'apparence physique n'est pas non plus définie à 100%. J'aime ça que ça reste quand même un personnage qui est malléable au gré des lectures. Donc, c'est aussi... Ah là, j'ai un blanc. Qu'est-ce qu'elle porte, Glynn? Là, une hauplande. Une hauplande. Ah, oui, oui. Fait que ça aussi, tu travailles avec un vocabulaire, on va chercher la hauplande, puis la hauplande, maintenant, elle est facilement reconnaissable. Quasiment comme si je regardais un film puis je suis capable de reconnaître la texture. Mais là, c'est la texture du mot. Parce que si tu avais dit, elle porte un manteau comme ça, puis comme ça, je l'aurais pas mémorisé de la même façon. Mais là, je savais que si je retrouvais la hauplande, je retrouvais Glynn. Ouais. Puis il y a quelque chose, dans le mot, ça fait comme un peu grand et prétentieux, là. Hauplande. C'est comme, tu sais que tu marches d'une certaine façon quand tu portes ça puis que ça traîne à terre. Là, c'est pas juste comme une bure. Non, c'est une parure, là. L'Imram. Oui, l'Imram, ça, c'est... avec comme une genre de volonté, une force. Oui, une force spirituelle, une ténacité, comme un peu... ce dont on parlait que Nan a, là, une espèce de ténacité. La création lexicale complète. Oui, création lexicale. Imram, moi, la sonorité me renvoie tout de suite à des langues kémito-sémitiques, mettons l'arabe ou quelque chose comme ça. Imram. Ça vient du celte, en fait. C'est gaélique. Okay. En fait, c'est un voyage à la rame dans les traditions, en fait, dans la mythologie celtique. Un voyage à la rame, souvent d'un personnage vers l'au-delà. Ça s'appelle un Imram. Okay. C'est un chant, dans le fond, un type de chant. C'est un type de récit, un peu comme moi, du Zone des montagnes, c'est une catabase. C'est l'histoire d'un personnage qui va sauver un autre personnage de la mort. Ben, l'Imram, c'est un type de voyage initiatique dans les traditions celtiques et qui se fait en bateau, essentiellement. C'est ça l'élément clé, dans le fond. C'est pas le cas dans du Vent des montagnes, mais j'aimais l'idée du voyage à travers le monde des morts qui est quand même présent dans le concept d'Imram celte. Et j'aimais beaucoup aussi la sonorité. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de vigoureux qui connotait la force. Puis en même temps, c'est un concept qui existe déjà sous d'autres mots dans certaines cultures. Au Japon et en Finlande, il y a le gambaru japonais puis le sisu finnois qui veulent dire pratiquement la même chose. Donc une ténacité puis une espèce de persévérance surnaturelle dans les épreuves. T'es beaucoup allé puiser quand même dans le folklore, les différentes traditions, j'imagine, qui portent une certaine nordicité, parce que bon, c'est ça que... Mais j'ai reconnu du celtique. J'aurais pas pu pointer le côté finnois. Japonais, oui, ça transparaissait, mais tu dirais-tu que t'es allé rassembler tout ça, ramasser tout ça, puis essayer de créer quelque chose de neuf, peut-être même de purement québécois? Oui, peut-être. C'était pas intentionnel pour moi de dire je vais créer quelque chose de neuf à partir de ce qui existe déjà. Pour moi, la référentialité était assumée dans mon livre. D'ailleurs, tu sais, j'ai quand même une certaine liste de références à la fin. Mais j'aime l'idée de jouer, en fait, avec ce qui existe déjà, puis de trouver mon identité, en fait, en tant que créatrice de monde à travers ça. Puis je suis vraiment allée avec mes coups de cœur, tout simplement, avec ce qui me parle, avec ce qui parle avec mon univers aussi, puis qui rentre en cohérence avec ce que je veux créer. Je suis allée vraiment puiser aussi des trucs spécifiques qui parlaient, en fait, de ce que je voulais déjà parler. Je savais que je voulais parler de la ténacité comme surnaturelle de mon personnage. Bon, ben, je suis allée chercher des concepts qui existent déjà dans ces cultures-là. Puis oui, il y a le côté de la nordicité que j'ai intentionnellement voulu comme aller soulever. Mais des fois, on dirait par pur hasard, ça s'adonnait que ça tombait que c'était dans ce que je voulais aller chercher. Tu sais, que c'était même pas tant que j'allais chercher pour la nordicité, mais ça faisait partie de ça. Donc, je pense que ça fait peut-être partie de mon inconscient, en fait, en tant que Québécois, ça s'imposait, ouais. Il y a des hommages aussi. C'est BO et Graine.
Ouais. Bon, j'entends Beowulf puis Grendel. Puis Bravo! Tu nous mets Beowulf aussi en exergue, je pense. Ouais. J'étais comme, bon, ben là, on est... Bon, c'est germanique, mais ça reste très nordique, là, comme... Puis, bon, l'histoire de Beowulf, elle est liée avec l'histoire que tu nous racontes. Oui, puis tu sais, moi, si je fais un tome 2 du Vent des montagnes, ça va. On pensait te mettre là-dessus à la fin, mais on peut en parler tout de suite. Ça va un peu être une réécriture. Tu sais, du Vent des montagnes, c'est une réécriture de plein de mythes. Tu sais, je l'assume. Tu sais, oui, j'ai ma part d'invention, mais c'est un hommage à différents folklores, à différents mythes préexistants. Tu sais, je pense pas réinventer la roue. Tu sais, des récits de catabases, il y en a eu plein. Je pense là où il y a l'originalité de mon œuvre, c'est une catabase en montagne. Bon, normalement, les catabases, c'est plutôt une plongée aux enfers. Là, c'est une ascension vers le ciel. Puis, bon, tu sais, je trouve mon originalité à travers ces réécritures-là de mythes existants. Mais pour la potentielle suite de Du Vent des montagnes, là, ça serait vraiment une réécriture assumée de Beowulf. Puis, ça serait plutôt du côté, évidemment, de Grendel et de sa mère. C'est une figure qui m'intrigue énormément. C'est la mère de Grendel, en fait. En fait, c'est une monstre qui a plusieurs noms différents, dépendamment des traductions qu'il y a eu. Mais pour moi, cette figure-là, c'est comme le bijou dans Beowulf à aller creuser. Puis Nan est un peu ça envers Gren, en fait, puis envers sa sœur Aino. Donc, pour moi, je mettais la base de cette histoire-là dans Du Vent des montagnes, mais la réécriture de Beowulf s'exprimerait vraiment dans son envergure là, dans une suite. Comment elle a émergé pour toi, cette idée de suite-là? C'était-tu quand tu étais ado puis tu as commencé à l'imaginer ou c'est pendant l'écriture de Du Vent des montagnes? Avant l'écriture de Du Vent des montagnes, c'était déjà présent. Puis ça se confirmait. Puis il y a des choses vraiment qui se traçaient puis se confirmaient quand j'étais en train de l'écrire. Mais je ne l'avais pas ado parce que je ne connaissais pas Beowulf ado. J'ai rencontré au cégep ce livre-là. Comme pendant l'écriture, qui sont faites pour payer dans ce deuxième? Oui, beaucoup. Ben, je ne veux pas donner trop de... Mais non. Ça reste entre nous. Ouais. Mais le personnage de Val Velho qui vient faire une apparition là, vers le trois quarts du livre, là, mettons, qui vient en souvenir. L'amant de l'amant de Aino et aussi d'une autre personne qu'on va pas nommer. Fait que, ce personnage-là qui est pour moi très intriguant, qui vient jouer quand même un rôle crucial dans la relation entre les deux sœurs. Il y a quelque chose à exploiter, puis c'est un personnage important dans la suite. Puis Béo aussi, bien sûr, va revenir. Il y a quand même le nom du héros du récit anglo-saxon. Donc, Est-ce que tu penses que le fait que c'est un univers de ton invention que tu as porté longtemps avec toi, c'est comme obligatoire de le revisiter ou en fait, c'est plus susceptible d'être revisité que, mettons, de dire je vais refaire un livre qui se passe aux îles de la Madeleine ou je vais refaire un livre qui se passe je pense, Island, qui se passe en Écosse. Ou, est-ce que là, vu que c'est un univers de ta création, ça te pousse vers le revisiter? Ah ouais, complètement. Je pense que du fait aussi qu'il y a encore plein de zones d'ombre dans mon univers, tu sais, je veux dire, on sait pas ce qu'il y a outre-mer, je l'ai jamais défini dans mon livre. Très habile. C'est là, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme quand je joue dans un jeu vidéo, comme Diablo, il y a la carte qui commence, c'est le Fog of War. On peut pas aller là. Ouais, c'est ça, on sait pas qu'est-ce qu'il y a. Puis je pense que ça me donne beaucoup de jeu, en fait, ça me donne beaucoup de liberté pour continuer. Puis j'ai juste laissé assez de portes entrouvertes pour pas faire une suite qui serait complètement déconnectée de ce que j'ai fait auparavant dans Du Vent des montagnes. Non, puis on sait que Momo Eda a vécu des aventures en mer. Puis, tu sais, fait qu'il on sent dans la lecture que c'est beaucoup plus gros que la localité dans laquelle l'histoire se déroule. Exactement, oui. Puis tu vois, tu viens de parler de Momo Eda et ses histoires, mais tu sais, il y a d'autres auteurs, autrices de fantasy qui ont fait ça, là, des répertoires de contes et légendes de leur univers romanesque, tu sais, puis ça pourrait être le cas pour Momo Eda, ça pourrait être des contes d'Ursa, ça pourrait être, bref, un autre livre annexé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est intelligent. Pour moi, c'est un bon coup de nous confiner dans le premier livre que tu veux installer dans cet univers-là, mais tu nous confines à un endroit avec une figure importante, symbolique, qui est Ayen, puis
on n'a pas besoin de sortir de l'île. On voudrait pas sortir de l'île. Ça serait un détour inutile, dérangeant. Ça briserait le rythme. Ça briserait aussi le look and feel là, qu'on veut de cet environnement-là. Ouais. Mais après ça, il n'y a rien qui nous empêche d'ouvrir l'espace pour aller plus loin dans d'autres. Moi, quand je lis quelque chose comme ça, je sais qu'il existe d'autres continents. Puis là, j'ai le goût tout de suite d'aller voir. Puis ça serait une mauvaise idée d'y aller tout de suite, en fait. Petit à petit, mais c'est cette envie-là de toucher toujours un peu plus loin, puis que l'auteur ou l'autrice t'en empêche, avec comme le jeu. Le jeu, c'est super intéressant. Je pense qu'on est vraiment dans la peau d'un personnage. Moi, c'est ce que je voulais faire avec Du Zone des montagnes. C'est un roman très intime, en fait. On est dans Nan Sapo. On n'est même pas avec elle, on est en elle. Ouais. On est dans ses malaises, on est dans son appétit, son ambition, puis on la quitte pas. Tu sais, puis veut pas, on peut pas la quitter, on est pogné avec elle dans la montagne quand elle fait son récit, tu sais. C'est carrément... pas typique de ce genre-là non plus, d'être aussi intimement proche du personnage principal. Souvent, on va le vivre avec un certain recul, mais là, on est vraiment en elle. Là, on est chamboulé par ce qu'elle vit, puis tout passe par ses sens à elle. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on soit pris dans une espèce de... en huis clos avec son corps, pour le meilleur et pour le pire. Puis j'aime provoquer ce genre de huis clos-là avec mon lectorat. Je l'ai fait dans Déterrer les eaux puis Roux-Clair naturel, qui sont mes 2 premiers romans d'autofiction. Puis on m'a dit souvent, tu sais, c'est dérangeant parce que tu voudrais des fois échapper à l'excès de détails qui vient avec le fait que tu es vraiment dans l'intimité du personnage, mais en même temps, c'est ce qui rend le personnage réel à mes yeux. Ben oui. Parce qu'il n'y a rien qui est épargné. Même son rapport aux autres personnages. On n'a pas l'accès à BO. On n'a pas un accès neutre à BO. On n'a pas un accès neutre à Glynn. On l'a toujours par rapport à son regard à elle. Ouais. Ce qui m'a fait paraître, puis ça c'est peut-être bien personnel. C'est POV core que t'écris. Oui. Ça m'a fait paraître... À fond dedans. C'est ça. Ça m'a fait paraître BO des fois comme étant un peu lâche. Puis j'étais comme non, mais c'est clairement c'est elle qui le voit comme ça. Puis c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement la réalité de BO, mais même chose pour Glynn ou même chose pour. Puis Nan Sapo est loin d'être parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Mais je suis tout le temps all-in avec elle. Ouais. Je fais comme, OK, go. Go. On veut, même si c'est un plan, on s'entend, c'est un plan de marde, de base, qu'est-ce qu'elle va faire aussi. C'est clair que c'est pas vrai, ton affaire. C'est clair, ça marchera pas, c'est clair. Mais on veut quand même, on veut voir jusqu'où elle va aller, puis jusqu'où elle va se détruire. Tu sais, ça nous positionne dans une position de... Ça nous situe dans une position de voyeurisme assez malsaine par rapport au personnage, parce qu'on veut qu'elle réussisse, mais en même temps, on aime voir qu'elle s'auto-détruit en même temps. Il y a de quoi d'un peu pas clair là, avec notre rapport avec elle. Mais quoi qu'il en soit, on a envie de voir jusqu'à quel point il est capable de dépasser les limites physiques. Il y a quelque chose de spectaculaire dans son accomplissement, puis on essaie de voir jusqu'où elle va se rendre là-dedans. Tellement bien décrit. Là. Quand tu as vu un moment un peu de repos, là, un temps mort dans son aventure, quand tu passes du temps à Amon, on dirait que j'étais ambivalent. J'étais comme, c'est pas ça sa quête. Non, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que tu fais? T'es pas supposé. Tu pourrais rester là. Elle pourrait rester là. Elle pourrait juste faire une belle vie bien tranquille avec Béo puis son enfant, là, puis décider d'abandonner sa quête illusoire. Elle décide de faire ça, elle nous abandonne. Non, nous, c'est ça. On veut aller la voir se péter à gueule. Mais c'est Don Quichotte, tu sais, dans ses illusions, puis on veut qu'elle continue de se péter la gueule. Elle est notre champignon vert de gris. Oui, exactement. Bien. Mais on termine ça avec Ayan un peu? Ben oui, quoi? Ouais, le mythe qui est comme le mythe central dans ton histoire, tellement bien raconté par Momo Eda. Est-ce que tu as un canon dans ta tête sur le rôle réel ou le rôle mythique de ce mythe-là dans ton monde? Est-ce que... parce qu'on voit que Glynn a plus vraiment la foi. Là. On voit quand il visite l'hôtel, par exemple, elle est comme c'est pas vrai, là, voir que tu crois encore à ça. Puis on voit que Nan Sapo a comme une ferveur, croit vraiment fort en ce mythe-là. Puis de ma compréhension, c'est pas un mythe qui est nécessairement créateur. C'est pas
comment les humains sont apparus là. C'est comme une histoire pour expliquer un peu la montagne et tout ça. Mais est-ce que pour toi, il existe une autre dimension à ce mythe-là qu'on ne connaît pas à travers les pages du Ventre des montagnes ou que tu réserves pour un prochain livre? Oh, oui. Ouais. Moi, j'aime le fait que les mythes sont très situés, en fait. Puis des fois, on dirait qu'on n'accède pas assez à ça. C'est comme s'il y avait un mythe fondateur pour l'ensemble d'un univers, alors que je pense que c'est vraiment très lié à littéralement l'environnement, le territoire où tu es. Ouais. Puis moi, je pense que si on va outre-mer, là, au-delà de la mer d'Ivalo, il y a d'autres significations à cette montagne-là. Super. Ouais, j'aime le fait que c'est ça, il n'y a pas d'absolu. Comme il n'y a pas d'absolu dans la vérité que raconte Nan, il n'y a pas d'absolu dans tous les mythes qui circulent dans le Kaleva. Puis il y a plein de manières de voir cette montagne-là. Puis d'ailleurs, on assiste un peu à une déconstruction du mythe quand on pénètre dans la montagne avec elle. Ouais, c'est pas. La montagne ne remplit pas sa part du marché. Exactement, ouais. J'aime ça, cette idée-là de. C'est pas une déconstruction complète du mythe. Il y a quand même quelque chose de mystique puis de surnaturel là, lié à cette montagne-là. Mais c'est pas ce à quoi on s'attend si on se fie seulement au dire de Momo Eda. On s'attendait à cette collision-là un peu. On s'attendait à ce que lorsque Nan Sapo arrive au sommet, ça se passera pas comme. Il n'y aura pas nécessairement sa sœur qui va faire comme Hey! Et voilà. Ça, c'est tellement décevant. C'était carrément ce qu'on nous a promis. Exactement. Ouais. Mais tu sais, il y a ça dans beaucoup de mythes et légendes que la prophétie s'accomplit, mais d'une façon qui est revirée de bord. Oui, c'est vrai. Que ce soit Édipe. Ouais. Tu sais, oui, il y a quelque chose qui a été prévu, puis par le fait qu'il essaye de l'éviter à tout prix, ça se passe là où dans son angle mort. Exact. Puis souvent, c'est ça, le mythe qui doit s'accomplit au détriment des intentions du personnage d'éviter le mythe. Oui. C'est souvent le personnage qui part en quête de son désir et non pas de son besoin profond. C'est ça qui arrive. Le mythe lui sert au final ce dont il avait besoin. Ouais, c'est un peu son désir fait comme la main de singe, là. Ouais. Mais oui, la fin du Ventre des montagnes, bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas tout divulgacher, mais pour moi, la tragédie grecque, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Là. À quel moment tu as su Mukbang, c'était aussi la tragédie grecque. À quel moment tu as su que tu avais une tragédie dans les mains? Dès le départ, je pense. Ouais, je pense dès le départ, je me situais dans la tragédie, puis je pense que c'est vraiment ma posture d'écrivaine qui revient dans la tragédie. Ouais, il y a quelque chose qui me... je sais pas, c'est un peu cruel de dire ça, mais il y a quelque chose de jubilatoire de voir un personnage se faire... pas servir une leçon, mais se faire... en fait, assister à... se faire rattraper par la vie, en gros. Il s'enligne vers quelque chose qui pense vraiment que c'est ça son absolu. Il va tout faire pour ça, puis finalement, la vie va juste être de fan, puis genre lui servir ce dont elle a besoin. Est-ce que tu considères que c'est du sadisme? Je pense qu'il y a une part de sadisme, puis il y a une part aussi, je pense, de bienveillance envers mon personnage. Puis par exemple, la fin du Ventre des montagnes, je pense que c'est difficile de dire que c'est juste sadique. Je pense qu'il y a quelque chose de très... de profondément satisfaisant pour elle dans cette fin-là, même si il y a un côté quand même très sans appel et violent. Je pense qu'il y a un accomplissement. D'apprentissage pour, tu sais, comme un cautionary tale à l'ancienne, un vieux conte de fées de Charles Perrault, mais il y a un côté de l'apprentissage du lectorat. Tu sais, de dire, on m'a promis ça parce qu'on l'a promis au personnage, le personnage se fait avoir, moi, je me ferai pas avoir. Ouais. Il y a peut-être ce genre de leçon-là qui existe. Oui, absolument, ouais. Puis du côté du lectorat, effectivement, il y a quelque chose... Puis je pense qu'il y a quelque chose de le fun de voir aussi quand on est lecteur, lectrice, qu'on comprend des trucs que le personnage comprend pas encore. Je pense que le personnage de Nan, au début, on adhère à 100% à son discours. Tu sais, on suit son récit, OK, ça va. Puis là, il y a quelque chose de dissonant qui rentre à un moment donné dans son discours. Surtout quand elle se met à raconter ses souvenirs par rapport à sa sœur puis sa dynamique avec elle. Tu fais comme... Il y a quelque chose qui sonne pas clair. Il y a de quoi de pas clair avec cette fille-là. Puis là, un moment donné, tu fais, mais non, c'est juste parce que c'est une narratrice vraiment non fiable. Elle a une vision de la réalité. Puis d'ailleurs, l'aveuglement, c'est comme, pour moi, un des thèmes centraux dans Du Ventre des montagnes. Il y a l'aveuglement de la montagne. Qui nous guette du début à la fin, là, la mort. Le corbeau. Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est aveugle à plein de choses elle-même en partant. Oui, exact. À part avec des gros biais puis beaucoup de préjugés, là, tu sais, bardés de préjugés. Là, c'est, Puis déjà en partant, elle se donne à 100% à partir du moment où elle accepte ce que Grande Bouche lui donne. Il n'y a plus de retour en arrière de ça. Là. Ouais. Sa transformation s'amorce. Fait que c'est pas comme mettons, de l'horreur cosmique où le personnage principal, on sait qu'il est c'est fatal, puis on s'attache pas à ce personnage-là parce qu'il mérite pas tant ce qui va y arriver. Puis c'est vraiment... elle est la propre architecte là, de ce qui se passe dans sa vie. Là. Il n'y a pas de diable qui vend son... c'est des grands bouches. Il fait un disclosure complet, puis elle accepte quand même. Ouais. Là, il n'y a même pas la phase refus de l'appel. Ouais. Tu sais, il y a ça dans le monomythe de Joseph Campbell. Pas de faire ça. Le refus de non, mais l'espèce de genre, je me fais appeler à une quête, puis au début, je la refuse avant d'accepter. Non! Ouais. Tout de suite, à part, elle dit, moi, je m'en vais. Puis ça en fait un personnage qui est extrêmement solide dans ses intentions. On peut jamais décrocher avec elle. Puis ça, c'est séduisant pour nous de vouloir qu'elle finisse par accomplir son objectif. Ouais. Puis il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. C'est un personnage qui a des côtés négatifs qu'on découvre au fur et à mesure qu'on lit, mais pour moi, il y avait quelque chose de très inspirant. C'est un personnage qui m'a inspiré dans sa ténacité. Quand je l'écrivais, j'étais comme, waouh, elle, tu la mets sur n'importe quel projet, elle va pas arrêter. Puis, tu sais, sa motivation intrinsèque, on s'entend qu'elle est assez puissante, là, vouloir faire revivre sa sœur. Mais je pense qu'au-delà de juste même le sacrifice sororal, elle voulait surtout prouver son point. Dès le départ, quand elle raconte que Mouma Eda lui racontait l'histoire de la montagne qui pouvait faire revivre les morts, elle comprend pas pourquoi le monde n'y vont pas là, porter leur... pourquoi les gens se contentent d'attendre que la neige soit soufflée. Ouais. Elle, ça la dépasse. C'est comme... Elle, c'est vraiment protagoniste d'action, mais comme 200%. Là, c'est comme... Puis je veux changer l'histoire. Elle a le cautionary tale des gens qui ont essayé de le faire puis qui ne sont jamais revenus ou qui ont été aveuglés. Ou... Puis elle se dit, c'est comme, juste non, moi, j'ai trop poche. Moi, je suis capable, les autres sont pas capables. Elle est quasiment pas imbue d'elle-même. Non, c'est ça. Ben, en fait, Grande Bouche lui donne... un outil à qu'elle se dit que les autres n'ont pas eu cet avantage-là. Moi, je vais avoir cet avantage-là, puis je vais pouvoir me rendre. Ouais. Puis finalement, on se rend compte que l'origine des ovates... C'est ça, exactement. Il faut qu'ils viennent de quelque part, ces ovates-là. Exact, oui. Ben, écoute, on se rend compte seulement si on le lit. Donc, du ventre des montagnes, on lit ça. On lit ça. Non, pour vrai, c'était une excellente lecture. Puis moi, je connais pas le reste de ta littérature. Ben, j'ai regardé la série de Mukbang, mais bon, c'est sûr. Là, c'est sûr que ça me plonge dans aller en lire d'autres. J'étais à moitié de Dents de Fortune, moi, puis j'adore. Qu'est-ce que tu conseilles comme dans ta littérature? Est-ce que je devrais aller vers Dents de Fortune ou il y a autre chose? Je pense que Highlands. Highlands? Ouais, pour faire... J'étais en Écosse l'été passé. Ça non. Oh my God, t'étais où? J'étais dans Speyside. Oh wow. J'étais entre Inverness puis Aberdeen. Nice. Sur la côte. Très beau coin. Murray, c'est quoi le Firth? Je sais pas quoi. Murray Firth. Ouais. Mais j'étais dans le Aberdeenshire en novembre 2020. Attends, je me mélange dans mes années, on dirait, depuis ma grossesse. C'était comme soit 2024 ou 2025. Post-pandémie, pré-grossesse. Ouais, exactement. Okay, il y a pas ce novembre-ci, mais l'autre avant, dans le fond. Cette année-là. Cool. Et c'est là que tu l'as écrit? J'étais rendue où? J'étais dans les derniers 1000. Là, genre, on faisait la page couverture de Du vent des montagnes. Okay. Mais je suis allée en Écosse pour faire de la recherche pour la suite de Highlands. Parce que c'était comme, ça se passe dans un coin d'Écosse où je suis jamais allée. J'ai déjà fait 2 autres voyages en Écosse avant, mais je n'avais jamais fait ce coin-là spécifique. Puis j'ai bien aimé ça. Je me tente pas. Moi, je vais aller là. Je te laisse dans le Fortune. Je pense que Highlands, c'est un bon... non seulement parce que t'es allé en Écosse, mais aussi la transition entre Du vent des montagnes puis mes autres livres est plus smooth, je pense, avec Highlands. Mais moi, j'adore l'autofiction, mais là, maintenant que j'ai goûté à ce que tu fais dans le un peu plus fantastique, j'ai goûté. Le vocabulaire écossais, tu vas triper dans Je retrouve quand même l'aspect sororal. Puis aussi, je trouvais que c'était vraiment... De passer d'un à l'autre,
Je reconnaissais ton style très bien, là, puis le fait que le fantôme qu'elle voit au pied de son lit, puis le fait que j'avais vraiment l'impression que je me retrouvais dans le même univers. Le rapport au folklore est quand même très présent dans Fortune aussi. Est-ce que la sororité, c'est dans tous tes romans? Est-ce que c'est un truc... Parce que là, je pense à Mukbang, le rapport des deux cousines. Ouais. C'est vrai. C'est dans Mukbang, c'est dans de Fortune, mais c'est pas dans mes 2 premiers romans, vraiment. Non, c'est pas du tout thématisé, je pense, dans les 2 premières. Peut-être des petits clins d'œil ici et là, mais pas tant. Mais la sororité entre cousines dans Mukbang puis entre sœurs dans mes 2 derniers romans, c'est là. Mais non, je sais pas pourquoi c'est revenu autant dans mes dernières œuvres, mais c'était malgré moi. Puis il y a des gens qui me l'ont demandé, tu sais, c'était-tu voulu qu'il y ait comme une étude un peu de la sororité dans tes 2 livres? Non, c'est comme... c'est pas du tout... puis même, il y a le rapport à la grand-mère aussi qui revient étrangement dans ces 2 livres-là. L'espèce de triangle grand-mère, sœur, la grand-mère aussi qui est pourvoyeuse de récits et tout. C'était pas intentionnel. C'est juste ça flottait en moi vu que j'ai peut-être écrit ces 2 romans-là de manière rapprochée. Et c'est mes 2 premières idées de romans aussi. Mais quand tu as un thème, t'as quelque chose qui te triture, là, des fois, tu l'as pas gratté au complet sur un projet, puis il en reste pour l'autre. Ouais. C'est pas des choix conscients dans mon cas, c'est vraiment juste parce que c'est là, c'est sur la table, ma table intérieure de travail, puis j'ai besoin de les traiter. C'est... Cool. On a hâte de voir qu'est-ce qui sort de la table de travail prochainement. Est-ce que t'as une date, t'as un projet? J'avais des dates, mais ces dates-là ont fait comme... avec l'enfant? C'était censé être la suite de Highlands, mais finalement, après avoir fait le voyage dont je vous parlais en Écosse pour la recherche, ce projet-là a perdu tout son sens à mes yeux. Parce que j'étais enceinte, puis comme je vous ai dit, j'étais juste devenue une autre personne. Ouais. Carrément, là, j'avais une autre personnalité, j'avais d'autres intérêts, puis je me suis mis à obséder, en fait, sur la grossesse, puis éventuellement le postpartum après l'accouchement. Puis il est arrivé quand même certains incidents qui m'ont bouleversée à plusieurs niveaux, puis je me suis dit comme, je pense que c'est plus ça, ce sur quoi j'ai envie d'écrire en ce moment. Ça s'est carrément imposé, là, tu sais, quand t'as un projet qui fait juste comme éclater tous tes autres projets, là. Fait que là, c'est ça, en ce moment, qui m'a... Élever un humain, c'est quand même un gros projet qui redéfinit beaucoup de choses dans ta vie. Fait que je pense que c'est compréhensible. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci à vous. C'était génial, vos questions. Salé. Ah, merci. J'en prendrai. Chin. Ça a l'air bien génial, cette entrevue-là. Mais sauf que je sonnais comme un épais, mais... Je vous écoutais, là, puis j'étais comme... Eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils disent. Ouais. Ben, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Joël. Tu sonnes tout le temps. C'est toujours ça. Ça se conclut pour notre épisode. On a fait une longue entrevue, puis ça comble notre espace temporel pour Choc. Exact. Mais tu as fait une création cette semaine, puis on va aller en parler sur la version Patreon. On la réserve au Patreon. Ouais. Yes. Fait que merci tout le monde. Et puis les Patreons, on se retrouve dans une seconde. Bye! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.